Alors le freestyle, on a la chance, c'est que ça s'adapte dans toutes les conditions. Donc le freestyle, c'est que tu peux très bien faire du freestyle sur le plat dans un lac au milieu des Alpes, par exemple à Monténard, ou tu peux faire du freestyle dans les vagues au Brésil. Donc tu t'adaptes vraiment dans toutes les conditions. Voilà, c'est l'idée que c'est faire des figures dans toutes les conditions de vent ou de mer. S'il y a du vent, on fait les compétitions classiques, donc comme je disais tout à l'heure, des tableaux d'élimination. Et s'il n'y a pas de vent, on fait ce qui s'appelle du tow-in. On se fait tracter par un bateau. Et pour assurer le spectacle, on fait les figures, pareil, comme si on avait du vent réel. Donc on se fait tracter par le bateau avec le palonnier. Et une fois qu'on a assez de vitesse, on lâche le palonnier et on fait notre figure. Généralement, il nous lâche à peu près à 70 km/h, 60-70 km/h à la fin. Et du coup, des fois, il nous rajoute même un autre bateau qui nous croise. Et donc, on utilise la vague du bateau pour sauter encore plus haut. Donc, ça permet aux événements aussi de proposer du show aussi tout le temps, quoi. Qu'il y ait du vent ou pas de vent, nous, on est dans l'eau et on fait du spectacle. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Sam et Steve. Bonjour Sam. Salut Pierre-Arnaud. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas Sam, tu pourrais juste te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Sam, j'ai 22 ans, je fais du windsurf freestyle depuis que j'ai l'âge de 12 ans et je suis sportif de haut niveau en planche à voile. Trop bien. Voilà. Alors, tu dis que ça commence à 12 ans la planche à voile. J'ai presque envie de dire pourquoi aussi tard? Non, ça commence bien avant, j'ai commencé le freestyle, la discipline du freestyle à 12 ans quoi. Ok. Donc sinon la planche j'ai commencé à 5. Ah ouais. Et t'arrivais déjà à porter un... Comment tu portes une voile à 5 ans? Comment tu fais? À 5 ans, généralement c'est des petites voiles qu'ils mettent, donc c'est des voiles d'1 mètre carré, donc c'est vrai qu'un adulte est presque plus grand que la voile quoi. Mais c'est adapté, c'est léger, et donc même des enfants de 5 ans peuvent aller sur l'eau et soulever la voile et aller commencer à faire leur première dehors quoi. Et alors, tu commences où? Du coup, tu viens d'où toi à la base? Alors moi j'habite dans le sud de la France, Ouais. à côté de Leucate. Ouais. Donc un peu la Mecque du vent quoi. Et donc j'ai commencé la planche là au Barcarès, du coup sur le spot des Halles. À 5 ans, mon père il avait une école de planche là-bas, donc j'ai fait mes premiers bords là sur le club. Il voulait me montrer un petit peu comment on fallait faire au début. C'est vrai que moi j'ai voulu faire tout seul quoi. Donc j'ai eu en fait à force de voir les mecs sur l'eau et d'avoir baigné dedans, j'ai voulu tout apprendre de mes propres moyens quoi. Et tu t'en as fait un peu Enfin, ça devait être une passion que tu faisais, je suppose, très souvent dans la semaine, mais est-ce que tu as fait carrément une section sport-études pour te libérer du temps pour ça après? Alors comment ça s'est passé? Alors tout ce qui est école collège, j'étais pas en sport-études, j'étais section normale. Par contre au lycée, la première seconde que j'ai faite, j'étais en sport-études, voile du coup. Il n'y avait pas windsurf freestyle comme section, donc c'était voile du coup au port de Canet là. Donc j'arrivais à me dégager un petit peu de temps et déjà je pouvais naviguer pas mal. Et après j'ai arrêté au lycée. Donc après en fait j'ai redoublé ma seconde, j'ai changé de lycée, donc la deuxième seconde et après la première terminale je l'ai faite en normal quoi. Donc Ok. j'étais pas souvent à l'école, j'étais pas souvent à l'école, j'étais plus sur l'eau et c'était un petit peu des moments de vie techniques, on va dire, au niveau de gérer le temps, de l'entraînement, et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi à ce moment-là. Donc Ouais, des choix de vie à faire, des choix de carrière, d'études ou de carrière de sportif. Et
Donc voilà, c'était des moments un petit peu pour se trouver. C'est trop bien. Quand est-ce que tu commences à définir que tu es sportif de haut niveau? C'est quoi la première étape? Alors le terme sportif de haut niveau, c'est, enfin déjà de base, c'est être sur les listes ministérielles. Donc c'est faire des résultats, être dans les meilleurs nationaux déjà. Et après moi j'ai pas eu un cursus normal parce que je suis rentré dans les sports, dans les listes ministérielles quand j'étais déjà sur le championnat du monde. Donc c'était un petit peu, je suis rentré un petit peu tard, mais généralement tu commences voilà, à être sur les listes ministérielles quand tu commences à faire tes premières, enfin à être dans les meilleurs nationaux, quoi. C'est quoi ta première compète du coup? C'est quand? Ben, j'ai ma première compétition. En fait, j'ai commencé la planche à 5 ans. Ensuite, à 9 ans, je me suis mis au kite. Ok. Ouais, en fait, un pote m'a filé une aile de kite et bref, je me suis mis au kite. Ça me donnait envie. C'est un sport assez nouveau. Donc, j'ai fait mes premières compètes de kite. Ouais, j'avais une dizaine d'années, quoi. J'ai de la chance, c'est que moi, j'habite au bord de la mer et dans un endroit un peu, enfin, qui est enfin bref, qui est bon pour pour la pratique de ces sports-là. Bien Donc, sûr. donc j'ai fait ma première compète de kite à 10 ans et après à 12 ans, j'ai fait ma première compète de slalom en planche à voile Ok. à la Franquie lors du Mondial du Vent. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, C'est un, le nom, ouais, bien sûr. c'est un événement, voilà, ça fait presque plus de 20 ans qu'il est là et il y avait un championnat de France pour les jeunes et donc j'ai fait du slalom à ce moment-là. Juste à ce moment-là, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire du slalom, mais là il y avait la compétition qui était à la maison, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc Ok. j'ai fini premier de ma catégorie, donc j'étais content. Allez. Et ensuite à 15 ans, j'ai fait ma première compétition de freestyle, Ouais. donc ma discipline d'aujourd'hui où je cours en Coupe du Monde. J'ai été à la Soche Freestyle Cup à Marseille. Ok. C'est frère Moussilmani qui organise ça et c'était marrant comment j'y étais parce qu'en fait c'était un pote en fait, il s'appelle Jordan Emautou qui en fait que j'appelle en lui demandant s'il peut m'emmener sur Marseille parce que lui il avait l'habitude de faire les compétitions de freestyle déjà. Bon, il avait 25-30 ans quoi, moi j'en avais j'en avais 15. Et je lui demande s'il peut m'emmener à la Soche, voilà, pour faire ma première compète. Il dit ouais, pas de problème, je te récupère au péage de Narbonne. Bon bref, on se retrouve à une ville à côté, il me récupère et je fais ma première compétition là-bas. Bon lui c'était un petit peu comme mon père là-bas, il me guidait et tout ça parce que j'étais un petit peu perdu. Et bah, c'était marrant, c'est que à la fin de chaque hit, tu sais, enfin dans la discipline que je pratique, il y a c'est 2 contre 2, donc à chaque fois c'est des hits en fait. Donc Ok. chacun enfin il y a un duel entre deux personnes, il y en a un qui gagne, donc c'est un tableau éliminatoire. Et donc à chaque fois je Ok. revenais à la plage, enfin les autres coureurs ils allaient voir leurs parents, moi j'allais voir Jordan quoi. C'était marrant. Pour pote quoi. Voilà. Et alors, petite parenthèse pour bien comprendre, ça veut dire que si tu as fait ta première compétition d'abord de kitesurf et ensuite tu es revenu sur la planche à voile, qu'est-ce qui a fait que tu pas accroché avec le kite? Pourquoi t'as pas continué comme beaucoup d'autres à faire du kite derrière? Et bah, c'est qu'en fait sur le spot là où je pratiquais le kite, du coup toujours sur Spot des Halles là où j'ai commencé, il y avait des mecs qui faisaient de la marche arrière sur leur planche à voile et ça m'a trop donné envie quoi. Ils Ok. étaient là, ouais, enfin, c'était déjà le début du freestyle et donc moi je les voyais faire en me disant comment il arrive à faire, ça a l'air trop bien ce qu'il fait quoi, j'ai envie de faire pareil. Donc je suis revenu au bord après une session de kite et je suis allé voir un mec qui était en train de dégrayer une voile et je lui ai dit bah, tiens tu cherches pas une voile de kite, je vends la mienne. Et je lui ai vendu juste mon aile de kite sur le spot et je suis allé m'acheter de ma première planche de freestyle. Comme ça. Comme ça, coup de Sur un tête, coup de voilà. tête. En fait, ça faisait un moment que ça cogitait dans ma tête, que je les voyais faire sur l'eau et je me suis dit, bon, ben, enfin, c'est un signe, quoi. Si le gars sur le spot, il cherchait une aile juste au moment là où je lui demande et enfin, voilà, c'est que c'était le bon choix, quoi.
Aujourd'hui, je regarde excellent. pas du tout. Donc c'est marrant. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies fait un peu de kite, ça t'a aidé dans les figures en planche à voile ou pas du tout? Si, je suis persuadé que c'est complémentaire. En fait, tous ces sports de glisse sont complémentaires, je pense. Par rapport aux équilibres, aux repères dans l'espace qu'on peut avoir. C'est vrai qu'à part enfin, je pratique un peu tous ces sports, tu sais, le surf, le snowboard, tout ce qui est, voilà, tous ces sports qui sont tant que ça touche la glisse, le skate, le longboard, voilà, tout, le Toujours sur skiboard. le côté du coup. Tu fais pas partie de ces gens qui aiment bien enfin, démultiplier les sensations de glisse. J'ai des amis qui font à la fois par exemple du kite sur le côté et qui vont faire du ski en face, tu vois, et du roller. Et toi, tu es toujours sur le côté du coup. Tu préfères ne pas alterner roller et skate. Surtout alterner roller et skate, c'est très important. C'est toi, quoi. Pour le physique et pour le mental. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça va pouvoir jouer. Ok, donc du coup, on refait un petit récap. Compète de kitesurf à 10 ans. Première compète Ouais, de slalom à 12 ans en planche à voile. Donc là, tu c'est ça. passes côté planche à voile. Ouais, Première compète de freestyle à 15 ans. ouais. Ouais. Et à partir de là, c'est quoi? C'est tous les ans, tous les 6 mois? Comment ça se passe? À partir de là, du coup, que j'étais sur sa première compétition, donc comment ça s'est passé? Après, j'ai fait mon premier championnat d'Europe, qui était du coup à Marseille aussi. Je suis parti pareil avec Jordan, qui m'a emmené, le même système, et championnat d'Europe. Et ensuite, 17 ans, ma première étape de Coupe du Monde, du coup, qui se passait toujours au Mondial du Vin, à côté Ouais. de chez moi. Ok. Et donc moi, c'était génial de pouvoir. Enfin, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, et c'est vrai que, enfin, toujours d'ailleurs, mais voilà, c'était de pouvoir faire une étape à côté de la maison. C'était génial pour pouvoir commencer à faire le tour, quoi. Bah, bien sûr. Donc après la première, enfin après à la fin de la première étape au Mondial du Vent, euh, il y a le magasin d'à côté du Windsurf Le 4 qui m'a proposé de m'aider pour les prochaines étapes, quoi. Ok, Donc en te sponsorisant du coup? voilà, mon sponsorisant. Donc j'avais déjà, il me donnait déjà du matériel, et en fait, suite à cette première étape, ils ont vu que ça avait bien marché, donc ils ont voulu m'aider aussi, ils m'ont fait confiance, et donc j'ai pu partir en Autriche sur la deuxième étape. Et ensuite, après l'Autriche, j'ai fait un financement participatif pour partir aux Canaries. Oh là Et là. voilà. Et ouais, ça a démarré, et voilà, ça a démarré comme ça. Et du coup, à Et 17 ans, t'as fait 3 étapes, 4 étapes? 4 étapes. 4 étapes. 4 étapes. Et ensuite, de 18 ans, je passe dans le team international Nel Pride. Donc, Nel Pride IJP, ce sont des équipementiers de voile et de planche. Et donc, ça faisait 2 ans que j'étais dans le team national. Donc, en fait, comme ça, comment ça commence, c'est qu'au début, tu passes par le magasin, ensuite, tu passes niveau national, et ensuite international, et tu gères directement avec la marque, voilà, où du coup, ils t'emmènent faire les shootings tous les ans à Hawaï, pour shooter les nouvelles voiles de chaque année. Donc 18 ans, Excellent. team international, et donc c'est parti. Aïe, aïe. Et attends, juste pour ma culture, ma maigre connaissance, qu'est-ce que tu fais en planche à voile en Autriche? Tu fais ça où? À côté de Vienne, il y a un lac Podersdorf, et c'est un lac, c'est presque une mer en fait, il est super grand. Et chaque année, il y a un énorme événement qui a lieu là-bas, et on fait du coup, il fait venir les freestylers. Donc c'est une compète de planche à voile, et en plus il y a tout le côté festif du truc, quoi. Donc c'est un peu un festival de musique mélangé à un mélangé à un événement de sport, c'est assez C'est atypique. excellent. Je pense que les gens sont assez fans. Et j'ai entendu parler aussi de la course croisière EDEC, tu sais, même Ouais, principe. À chaque fois, tu mélanges un peu, puis ça commence à faire des trucs sympas. des trucs sympas, ouais. Ah oui, oui, quand c'est deck, ouais. Pour comprendre, quand tu dis du freestyle, sur un lac, ça va être plus du plat, je suppose, versus la mer, ça va être des vagues. T'as Mhm. différents types de freestyle, du coup? Ouais, alors le freestyle, on a de la chance, c'est que ça s'adapte dans toutes les conditions, dans nos freestyle. C'est que tu peux très bien faire du freestyle sur le plat dans un lac au milieu des Alpes, par exemple à Monténard, ou tu peux faire du freestyle dans les vagues au Brésil. Donc tu t'adaptes vraiment dans toutes les conditions. Euh, Après, c'est sûr, s'il y a 3 mètres de vague, tu vas pas y aller en freestyle, mais voilà, c'est l'idée que c'est faire des figures dans toutes les conditions de vent ou de mer.
Donc en compète, généralement, il y en a deux sortes de compétitions en fonction des conditions. Donc s'il n'y a pas de vent, enfin non, je vais commencer par. S'il y a du vent, on fait les compétitions classiques, donc comme je te disais tout à l'heure, des tableaux d'élimination. Et s'il n'y a pas de vent, on fait ce qui s'appelle du tow-in. On s'est tracté par un bateau. Et pour assurer le spectacle, on fait les figures, pareil, comme si on avait du vent réel. Donc on se fait tracter par le bateau avec le palonnier. Et une fois qu'on a assez de vitesse, on lâche le palonnier et on fait notre figure. Et, Ah ouais. Bateau qui va être quoi? Plutôt un jet ski ou un truc comme ça? il y a des jet skis, il y a des mastercraft, il y a un petit peu de Ok. tout, tant que ça va vite. Généralement, ils nous lâchent à peu près à 70 km/h, 60-70 km/h à la fin, quoi. Ah Donc, ouais. donc Tu tiens un truc d'une main du coup? Tu fais comment? d'une main, donc tu as le wish dans une main, le palonnier de l'autre, et voilà, donc t'avances comme ça, quoi. Déjà que en wakeboard, il faut tenir les deux mains le palonnier. Si en plus tu dois tenir un wishbone et une main et le palonnier de l'autre, oh, ok. Ouais, bah, c'est marrant, bah, c'est marrant. Et du coup, des fois, ils nous rajoutent même un autre bateau qui nous croise. Et donc, on utilise la vague du bateau pour sauter encore plus haut, quoi. Ah ouais, c'est Donc, poussé quand voilà. même comme Ouais, ouais, concept. ouais, ouais. Donc, ça permet aux événements aussi de proposer du show aussi tout le temps, quoi. Qu'il y ait du vent ou pas de vent, nous, on est dans l'eau et on fait du spectacle, quoi. Et elles ont des noms les rotations parce que, enfin, je fais le parallèle par rapport au kitesurf que je pratique un peu plus, enfin back roll, front roll, tu vois. Ouais. Vous, il y a des trucs sur lesquels le mât va être, enfin, toi sur le côté. Je sais pas comment t'en parles dessous. Ouais, ben, ouais, il y a les noms de figures comme dans tout, comme en ski, comme disait, ou en kite, ou en snowboard. On a une liste en fait aussi, voilà, où il y a tous les noms des tricks. Je crois qu'il y a il y a plus de 150 tricks, un truc de fou. Ok, ouais. Et Tu dois tous donc, les faire ou pas? non, tu dois pas tous les faire en fait. Alors en compétition, comment ça fonctionne? On est déjà un contre un. Hmm. Ça dure 8 minutes, donc on a 8 minutes de temps et on doit faire 4 moves, 4 figures de chaque côté au minimum. Ok, Donc et chaque figure a un nombre de points. ok, Donc, si tu fais les figures qui sont très techniques, du coup, qui valent beaucoup de points, généralement, à la fin, tu as un score final euh, qui est, qui est au maximum, quoi. Et ok, après, en plus de ça, dans chaque figure, tu as, si tu règles, enfin, si tu t'atterris, enfin, tu fais ta figure si tu l'atterris proprement, si t'es aérien, si tu avais un bon style. Bon, il y a plusieurs facteurs après. Bon. Mais voilà. Comment tu commences du coup? C'est quoi ton entraînement? Comment t'as fait pour oser faire la première figure la première rotation quoi? Est-ce que c'est un peu comme tu sais, le salto arrière sur la piscine, tu te dis bon j'y vais puis on verra bien? Ou est-ce que Bah, au début, tu regardes, c'est vrai que je me souviens, du coup, j'avais 12 ans quand j'ai commencé ma première figure, quand je venais de racheter mon matos de planche. Euh, je voyais les mecs faire, en fait, et je me suis dit, ben, là, à ce moment-là, il lâche la main, il tourne la tête, ben, ça doit être comme ça, j'essaye et on verra bien, quoi. Et bah, tu essayes une fois, tu vois que tu tombes, tu fais, bon, bah, c'était pas comme ça. Je vais réessayer. Euh, et voilà, et à force de le faire, bah, à chaque fois, tu améliores ton mouvement, quoi. Donc, tu te dis, oh, bah, là, ça n'a pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est que je regardais mes pieds, ou ma main, elle était pas bien. Donc, le plus long, c'est la première figure, généralement, quoi. Pour commencer à comprendre l'apprentissage, quoi. et donc maintenant apprendre un nouveau trick ça prend beaucoup moins de temps je suppose que apprendre la toute première. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, j'ai un autre souci, là, c'est que, enfin, maintenant, hein, j'ai inventé des tricks, donc maintenant, c'est plus l'imagination. Ah ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai l'autre côté à travailler toujours. En fait, j'ai un côté qui va mieux que l'autre. Ouais, Tu sais, il y a bâbord, tribord. Donc ouais, bien sûr. en tribord, c'est mon côté favori et donc je dois travailler le bâbord. Donc là, j'ai encore beaucoup de figures à apprendre, mais en tribord, j'ai j'ai inventé une figure en Darla septembre dernier au Excellent. Maroc. Donc je fais quatre tours. Comment on l'appelle du coup?
En fait, c'est un enchaînement de figures. Ça s'appelle le quadruple air funnel. Voilà. Donc tu fais Donc, 4 tours du coup? je fais 4 tours, je rebondis comme un ricochet sur 4 fois, quoi. 4 fois 360. Ah ouais, la vache. Et c'est marrant, c'est qu'on voit la vidéo en drone. Donc, c'est à Darla au milieu des dunes. Il y a une flaque et je rebondis 4 fois. Et en fait, je parcours presque 15 à 20 mètres, quoi, juste en rebondissant, quoi. C'est marrant, ça fait vraiment comme un ricochet, quoi. Ou un Ouais, bien kangourou. sûr. Ceux qui veulent, ils font. Donc voilà. C'est excellent. Quand tu dis que tu es plus à l'aise sur tribord, alors c'est vent de tribord, ça veut dire que tu es goofy? C'est ça. Donc, ouais, tribord, donc c'est la main droite devant, ouais. Ok, ouais, d'accord. Goofy. Ouais, c'est ça. Bâbord. C'est comme en bateau, donc t'as deux allures, quoi. Bah, tu disais d'ailleurs que tu faisais sport études voile. Tu faisais quoi comme voile du coup à ce moment-là? Et en fait, j'ai jamais trop fait de voile. Moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait, ça se rapprochait le plus à la planche. Ouais, Et j'étais pas trop bateau à la base, quoi. Moi, j'étais plutôt sport de glisse, quoi, tu vois. ouais, bien sûr. Et là, je m'y mets en ce moment, d'ailleurs, à tout ce qui est à la voile, du coup. Je suis sur Quiberon, là, je passe mon DEGEPS Ok. voile, donc c'est pour pouvoir devenir entraîneur en voile. Et donc j'apprends tout ce qui est bateau, enfin habitable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre des catamarans, oui 4, 16, 420, tout le monde de la voile, Trop quoi. bien. Ah ouais, excellent. C'est excellent ça. Et c'est une reconversion ou c'est juste pour une prochaine étape dans ta vie? Non, non, c'est une prochaine étape dans ma vie. C'est vrai que là, il venait aussi de monter cette formation-là pour les sportifs de haut niveau, donc Mhm. qui est vachement allégée. Et donc je me suis dit, bah, c'est le moment, quoi. Tant qu'à y est, autant le faire maintenant. J'ai 22 ans. Et finalement, ça tombe bien parce que voilà, il y a là on a plus de compétition, mais du coup, ça me permet d'avoir du temps pour pour avancer cette formation-là, quoi. Ouais, carrément. Tiens, revenir un peu sur l'entraînement, ça m'a intrigué. Est-ce que tu saurais dire combien d'ailes t'as cassé à force de combien de voiles t'as cassé pour faire ces essais de figure? Bah, étonnamment, j'en ai pas trop cassé parce que, en fait, au début, c'est moi qui me payais le matos, donc je faisais très 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 attention. Mais étonnamment, j'en ai pas beaucoup cassé parce que j'ai pas cette approche-là du sport aussi, quoi. Je suis plutôt à essayer en finesse et à essayer d'avoir la figure le plus propre possible, quoi. Voilà, donc je sais pas comment je pourrais le dire avec des mots, mais à essayer d'être à y aller le plus en finesse possible, voilà. Ouais, bien sûr. Je pense que la force contre le vent, on peut pas lutter, quoi. Le vent est toujours est toujours au-dessus, quoi. Et t'as une personne qui te coach ou pas? Est-ce que t'as quelqu'un en particulier qui va t'aider ou est-ce que tu progresses tout seul? Alors jusqu'à maintenant, jusqu'à début de l'année là, je m'entraînais tout seul à 100%. Donc comment j'ai appris les figures au début, c'est que je regardais beaucoup les vidéos sur internet Mhm. où je décortiquais le mouvement image par image en cliquant 3000 fois et avoir la position du mec, le regard, tout, tout, tout ce qu'il y avait. Et là, du coup, depuis le début de l'année, j'ai un coach pour faire de la préparation physique, du coup. Et donc, on fait tout ce qui est cardio, appui. Et après, j'ai un kiné qui me suit aussi pour les appuis aussi, en plus. Donc, c'est le à côté, en fait. C'est pas un coach juste pour les figures, quoi. Ok. Pour les figures, je suis toujours mon propre coach. Et alors du coup, typiquement, si on revient sur une semaine en dehors de la période Covid, on se projette sur peut-être l'année dernière si tu veux, une Ouais. semaine type, tu fais quoi le jeudi? Le jeudi, oula, j'en sais rien ce que je fais le jeudi. C'est aléatoire parce qu'en fait, moi j'ai laissé la saison de compétition qui commence de avril jusqu'à fin octobre. Ouais. Donc pendant toute cette période-là, je suis en compétition. Donc généralement les compétitions ça a lieu le week-end. Ouais. Pendant j'ai au moins 4 jours. Donc c'est du jeudi au dimanche. Et voilà, donc généralement je commence la compète cette période-là, quoi. C'est le premier jour de compète, on va s'inscrire le matin, on
met les stickers dans les voiles, on se prépare quoi, mentalement, physiquement, et voilà. Et voilà. Après, c'est sûr que le reste de l'année, du coup, comme je te disais, de avril jusqu'à octobre, je suis en compétition. Après octobre, je pars m'entraîner dans le show. Donc du coup, Afrique du Sud, aux Canaries, et Darla au Maroc aussi, pour pouvoir me rentraîner pour l'année d'après. Parce que c'est qu'en Europe, il fait trop froid cette période-là pour s'entraîner ici. Donc voilà. Ouais, c'est clair que ça fait froid. Tu ferais comment du coup là sur une compétition? T'emmènes quoi comme matos? T'emmènes combien d'ailleurs de matos sur une compétition? Alors généralement, on essaie d'envoyer tout en double si on peut. Je te dis si on peut parce que des fois avec on prend l'avion généralement pour partir en compétition, et suivant les compagnies, on peut pas forcément des fois tout prendre. Donc j'essaie de prendre, j'ai 2 planches généralement. Ouais. 2 planches, j'ai 5 voiles, donc ça part de 3-8, 4-2, 4-5, 4-8 à 5-1. Et pareil, j'ai 4 mâts, 3 wish. Voilà, donc généralement j'ai 2 gros sacs quand j'arrive à l'aéroport, quoi. Quand j'arrive devant l'hôtesse, j'ai 2 sacs et je traverse l'aéroport avec les sacs qui traînent par terre. Et le but, c'est de partir, quoi. Et tu stockes tout chez toi? Tu dois avoir un sacré garage du coup sur le 4, non? Ouais, du coup, je garde tout chez moi, voilà, ouais. Je mets tout dans le garage. Là, je viens de refaire mon rack. Du coup, pendant le Covid, j'ai refait tout mon rack. Ok. Donc, il y a tout qui est super bien rangé là. Il y a une petite estrade, il y a un petit rangement pour les ailes de kite, pour les mâts, pour les wish, pour les voiles, même pour les rallonges. Il y a une petite pour mes lycras aussi, mes lycras de compète, les coupes et les combinaisons aussi. Donc, j'ai tout qui est bien rangé, tout à sa place. Les ailerons aussi, ils ont leur place. Donc je me dis que c'est comme l'artisan, quoi. Si il a ses outils qui sont bien entretenus, il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot, exactement. On est bien d'accord. Bon, c'est récent ça, hein, c'est pas. Tu te considères pas comme quelqu'un d'ordonné à part ça? Jusqu'à maintenant, pas forcément, mais là, c'est vrai que cette année, il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement. Je pense qu'au début, tu as l'euphorie, tu sais, tu arrives en compétition, t'es avec les coureurs, tu te retrouves dans des endroits où finalement, c'était mon rêve de gamin de faire ça, de voyager en faisant de la planche à voile autour du monde, être payé pour aller faire une compète. Enfin, c'était le truc de fou. Et là, voilà, les premières années, elles sont, c'est les meilleures, quoi. Généralement, je me suis retrouvé à l'autre bout du monde avec des mecs qui étaient aussi passionnés que moi sur ce support, donc c'était un truc de fou. Et là, du coup, cette année, du coup, avec le Covid, je me suis dit bon, maintenant, si tu es là, il faut te structurer si tu veux continuer à durer, quoi. Si tu veux rester encore longtemps, quoi. Ça marchera pas sinon. Sinon, ça marchera pas. Voilà. T'as déjà été frustré en compétition, Sam? T'as déjà eu des moments où tu t'es dit damn, et où je sais pas, du matériel cassé, des places que t'as pas eu? Frustré. Ouais, frustré, je sais pas si c'est le terme, mais ouais, j'ai déjà été déçu, ouais. Déçu, je pense que c'est le jeu, comme tout. Comme tout jeu, tu arrives, au final, on vient pour jouer, et quand tu perds, c'est sûr que c'est pas gratifiant. Mais ouais, ça m'est arrivé, ouais, c'est sûr que bon, c'est un battle. Tu te dis pourquoi j'ai pas été meilleur, quoi. Pourquoi j'ai pas été si le mec est passé, c'est que j'ai pas été assez bon. Mais c'est bien, c'est que ça se travaille, ça. Ça va être qui tes gros concurrents du coup du moment en ce moment-là? Là, en ce moment, il y a il y a le Yentel qui a gagné là, le Belge. Yentel Kaers, et qui est assez jeune encore et qui a beaucoup de potentiel, qui vient de faire champion du monde l'année dernière. Et il y a Amado aussi, Fritzweig, qui est vice-champion du monde aussi, et lui, il est sur l'île de Bonaire, en Caraïbes.
et qui s'entraîne toute l'année aussi, et qui est à un niveau de fou, et qui est hyper rigoureux aussi, pareil. Ouais, c'est des gros concurrents parce que c'est des jeux, ils viennent d'arriver aussi sur le tour, quoi. Moi j'ai 22 ans, eux ils doivent avoir 24, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Donc ils ont encore du potentiel, quoi. Généralement on fait du freestyle jusqu'à 32, 33 ans, voilà, 35 ans. Après on bifurque sur la vague après généralement. Ouais, bien sûr. Ouais. Ou la vitesse, ou le Ou la slalom. vitesse ou le slalom, voilà. Et donc voilà. Tu penses pas que c'est un peu too much, toutes ces figures-là? Tu m'as dit 150 tricks différents, t'es en train d'en inventer un, je pense que t'en as encore 2-3 sous le coude. Ça s'arrête quand? Ben, ça s'arrête pas justement. Sinon, sinon il y aura plus de sport, il y aura plus de challenge. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms de figures. Au début, on se demandait un petit peu parce que, enfin, il y a des figures qui ont été inventées juste en lâchant une main ou en changeant les pieds. C'est vrai que ça fait un petit peu, ça fait beaucoup de noms, je pense, après à retenir, quoi. Même moi, je pense que je connais pas tous les noms des tricks. Mais ouais, ça fait beaucoup de tricks en effet, ouais. C'est clair. Est-ce que du coup pour toi c'est devenu un peu une... Alors question très philosophie, hein, attention. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi du coup le dépassement de toi comme tu es en compétition toute l'année, Ouais. c'est un peu devenu ta drogue? Euh... Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, je te rejoins, parce que du coup, dans les figures que j'ai inventées, que je te disais, bah, du coup, quand je me retrouve en entraînement, que je vais m'entraîner à l'E4, qu'il y a une bonne journée, que le vent est fort, qu'il est bien, que le spot il est parfait. En fait, les conditions idéales pour moi, pour refaire des records, c'est que ça soit bien plat, que le vent soit bien offshore, et que ça soit très fort, qui est 40 nœuds à peu près, quoi. 35-40 nœuds, quoi. Donc ouais, là, ça me drogue parce que ce que je veux à tout prix, c'est de faire des nouvelles figures, une nouvelle figure, encore et encore et encore, quoi. Donc, dès que j'en ai fait une, j'en veux en faire une autre et je me dis, mais jusqu'à où je serais prêt à aller, quoi. Là, j'en ai fait 4. Est-ce que je peux en faire 5? Est-ce que je peux pas en faire 5? Est-ce que je sais pas, quoi, tu vois. Ouais. C'est quoi le plus haut que tu fais quand t'as déjà fait des sauts avec des vagues où t'as une rampe, du coup tu utilises la vague comme une rampe? Mhm. Est-ce que enfin c'est quoi les plus grandes hauteurs que tu vas faire en général sur ces genres de sauts? Les plus grosses hauteurs, je sais pas, j'en sais rien, j'ai dû monter à 7 mètres, quoi, 7-8 mètres maximum. Après, c'est vrai que là, c'était aux Canaries où je pense que j'ai fait une des sessions où ah non, en Afrique du Sud. Parce que, en fait, en Afrique du Sud, le spot, il est complètement fou. C'est que chaque jour, en fait, ça fait une grande baie et chaque jour, t'as un vent qui se lève enfin, vers 13-14 heures, comme un gros thermique. Et il y a 35-40 nœuds et il y a des grosses houles de vagues qui arrivent, qui font pareil bien de 1,50 m, 2 mètres. Et donc, c'est l'endroit idéal pour faire des sauts et du surf, quoi. Et donc, c'est là-bas où je pense que je suis monté le plus haut et j'ai pu apprendre aussi mon backloop. Les premiers backloop aussi, ouais. Donc c'est un spot assez mythique là-bas. Surtout que l'eau est très froide, l'air est très chaud, c'est assez extrême comme endroit. Ouais. Je veux bien te croire. Comment tu fais d'ailleurs quand tu vas là-bas? Tu loges dans un endroit particulier? Est-ce que c'est ton sponsor qui va t'aider? Comment tu fais? Là-bas, alors j'ai dû aller ouais là-bas 4 fois et à chaque fois on nous prenait du coup une grosse maison où il y avait tout le Team France du coup qui était réuni dans cette maison-là et euh, et on partait s'entraîner du coup la journée. On avait une voiture pour deux et on partait du coup le matin on allait sur le lac parce qu'en fait il y a un spot sur le lac et un spot en mer et donc on partait le matin sur le lac, on revenait à la maison pour manger midi, après on partait s'entraîner en mer, faire de la vague et s'entraîner à se sauter dans la mer, quoi. Donc c'est un endroit, c'est vrai que pour l'hiver c'est l'endroit idéal, quoi, parce que t'as du vent tous les jours, il fait chaud, il fait beau et il y a tous les autres coureurs aussi concurrents qui sont sur place, quoi. C'est vrai que ça a été Ouais, bien une sûr. destination à la mode là. Enfin, c'est vrai qu'il y a des modes chaque année, enfin pas chaque année, mais
tous les 5 à 10 ans, quoi, où il y a tout le monde qui se retrouve, en fait, sur un endroit, tu sais pas pourquoi. Un coup, c'est le Brésil, là, un coup, c'était l'Afrique du Sud. Je sais pas ce que ça va être la prochaine, mais la France, peut-être. Chez nous, quoi, merde. Chez nous, en plein été. Mais là, il y avait beaucoup de monde sur l'eau, en tout cas, là. En ce moment, sur les spots, il y a énormément de monde. Je pense que les gens, ça a dû les rendre fous, le déconfinement, là. Donc, il y a beaucoup de monde. Ok, parfait. Oui, c'est plutôt plaisant. C'est plutôt sympa comme nouvelle. Ça veut dire que les gens se sont motivés à bouger et ça redonne de la vie au spot. Donc tant mieux. Est-ce que Sam, t'as des personnes que tu vas admirer en particulier? Des gens qui sont pas forcément tes idoles, mais qui t'inspirent, quoi? Ouais. Il y a ceux qui m'inspirent. Ben, par rapport à quoi? À la vie ou n'importe quoi, n'importe. Ouais, en général, ça peut être ton sport, ça peut être ton quotidien, ça peut être autre chose. Des gens des personnes que tu vas regarder, parce qu'effectivement, qui t'inspirent. Ouais. En ce moment, je regarde pas mal. En ce moment, je regarde pas mal Mike Horn avec ses expéditions. Je trouve ça complètement fou ce qu'il a fait, descendre l'Amazonie et tout ça. Là, ça m'inspire de voir que encore aujourd'hui, il est au top de sa forme et que quand tu vois dans ses vidéos, il dégage une énergie, mais t'as l'impression qu'il va repartir comme s'il avait 20 ans, quoi. Enfin, c'est fou et il a toujours la banane et tout. C'est dingue de voir un. Et tu sens qu'il est Et il est passionné dans vraiment ce qu'il fait, quoi. bluffant. Bluffant. Ah, il est comment passionné. C'est un mordu de l'aventure. C'est vraiment impressionnant, je suis d'accord. Ah ouais, je trouve que c'est pas un exemple, c'est plus que ça, quoi, je dirais. Ouais, ça montre qu'aussi que la passion, ça écrase tout le reste, quoi. Et qu'il a réussi à perdurer toutes ces années dans ce qu'il a fait et qu'il aime ça et qu'aujourd'hui il aime toujours ça. Et quand il fait ses conférences, quand il fait ses vidéos, tu le ressens, quoi. Que le mec il s'éclate et que. Ah ouais, vraiment. C'est C'est vraiment le mot, il ouais, s'éclate. il s'éclate, c'était le bon, quoi, c'était le bon choix, quoi. Donc je suis vraiment dans cette philosophie-là de s'éclater et voilà, d'aller où est-ce qu'on a envie d'aller, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai choisi aussi depuis que je suis gamin, où bah, c'est vrai que du coup au lycée on te dit pas forcément on va faire sportif de haut niveau. Et Je suis pas sûr qu'il y ait la case dans le formulaire, tu sais, sportif de haut niveau. BTS, ah, sportif de niveau, combien alors? Non, mais c'est pas. Ouais, c'est quand même. Faut être quand même déterminé mentalement pour se dire que tu vas en faire ton métier de ton sport. Et moi, je suis content d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je suis content d'avoir convaincu. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'avais ma prof de mathématiques que j'avais eu en première ou en terminale, je me souviens plus, qui en fait qui se demandait si je me droguais pas, en fait, parce que j'étais au fond de la classe tout le temps, j'avais les yeux rouges et je parlais à personne parce qu'en fait j'étais mort d'aller naviguer toute l'année en fait avec l'eau froide, les conditions, l'eau salée, tout ça. Moi je me retrouvais le matin à 8h, mais j'étais séché, quoi. Et la prof, elle s'inquiétait, enfin, elle pensait que voilà que je me droguais, et elle avait convoqué ma mère à ce moment-là en lui disant mais votre fils, je me demande qu'est-ce qui va pas bien et tout ça. Ma mère lui a expliqué du coup mon cas, que en fait j'étais toute la journée dans l'eau, et l'année d'après elle est venue me voir au Mondial du Vent à côté de chez moi, quoi, pendant une démo. En fait on avait fait une démonstration à l'événement, et elle était venue me voir, elle était allez go 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 go, elle est venue me soutenir sur le bord de la plage. Bah, bref, c'était assez émouvant comme moment de voir. Mais Et au génial. début, elle pensait pas du tout, et elle était, voilà, le fait qu'elle ait compris, elle était à fond, quoi. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour être scolaires. Là-dessus, je te rejoins. Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels certains vont réussir et d'autres un peu moins. Ouais, mais bon. ouais, c'est sûr. Je peux comprendre. C'est sûr, c'est vrai que tu l'es scolaire ou tu ne l'es pas. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt celui qui regarde les arbres bouger en classe, quoi. Voilà. Ah yes, excellent.
J'ai une petite question par rapport à ta vie perso. Est-ce que dans ta vie perso, t'as des défis secrets, des petits trucs que tu t'es mis tout seul, qui peut-être donc du coup rien à voir avec la planche à voile, Mhm. que tu pourrais partager? Des petits défis secrets. Qu'est-ce qui... Je sais pas, ça peut être un semi-marathon, ça peut être des traversées de je ne sais quoi avec je ne sais quel instrument, ça peut être. Enfin, toi, est-ce que tu t'es fixé des petits défis au-delà des très grands que tu as déjà, de réinventer les nouvelles figures de planche à voile? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux partager? Ouais, bon, c'est pas un défi, mais c'est une anecdote qui peut être rigolote, hein, où en ce moment je suis dans cet esprit-là. C'est que en ce moment je vais pas mal à la pêche à la mouche en fait. Rien à voir. Ok, ouais. Rien à voir. Et donc en fait, comme on a les montagnes à côté de chez nous, à 1h30, on part à la montagne avec un ami. Enfin, c'est ça en fait. C'est qu'il y a un ami en fait d'enfance qui m'emmène du coup de pêcher à la montagne, se retrouver au bord de la rivière, et il m'explique toutes les techniques et tout ça. Donc j'ai l'impression que ce que j'aime dans cette je sais pas si c'est le sport en lui-même que j'aime, mais c'est la manière dont j'apprends en fait. En fait, l'histoire, c'est qu'il y avait un ancien où j'habite là, à Sainte-Marie, qui s'appelait Henri, qui lui était pêcheur en fait, et qui a appris du coup à mon ami comment pêcher à la pêche à la mouche. Et mon ami Bernard, là, il m'apprend à pêcher quoi. Du coup, c'est un peu un suivi des générations qui perdure, et donc j'aime bien cet esprit-là. Donc j'apprends le sport quoi. Mais t'as la patience de faire ça? Ouais, j'arrive à me canaliser justement, à me retrouver au bord de la rivière je sais pas, ouais, je suis assez calme, ouais. Ça me, ça me détend en fait. C'est vrai que t'es au milieu de la nature, il y a pas un bruit, il y a juste l'eau de la rivière qui coule sur les rochers et ouais, j'aime bien. Ça m'aide à sortir la tête du guidon aussi. C'est vrai que du coup, c'est un sport je pense, ça joue sur mentalement, ça m'aide beaucoup Ouais, bien sûr. pour pour pouvoir voilà changer d'air et faire un petit peu autre chose. C'est vrai que c'est bien pour revenir plus Plus fort fort quoi. mentalement, bah ouais, carrément. Ouais. Donc voilà, c'est le côté où j'ai besoin de toujours de faire un truc à côté quoi. C'est quoi du coup ton plus grand rêve, Sam? J'en ai plusieurs en fait. J'en ai plusieurs des rêves. Mais bah déjà le premier c'était de vivre de ma passion, de pouvoir. Donc pour l'instant, ça a bien démarré et j'ai envie de continuer. Je compte continuer encore pendant un bon moment. Et après, mon deuxième rêve aussi, ce serait peut-être de pouvoir créer quelque chose chez moi aussi pour pouvoir accueillir des gens qui puissent pratiquer de la planche ou une structure, je sais pas, soit un lodge, je sais pas, quelque chose dans cet esprit-là pour pouvoir partager ma passion avec d'autres gens, quoi. Clairement. Un truc en France ou un truc à l'étranger? Plus en France, plus en France, ouais. Plus en France, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin depuis l'après-Covid, j'ai l'impression que les gens ils ont moins envie de voyager, et moi aussi. On est plus dans l'esprit où on va aller découvrir ce qu'il y a autour de chez nous, quoi. En mode road trip, Ouais, je suis d'accord. voilà, on va découvrir les montagnes, la mer, les criques, tout ce qu'on connaît pas et qui se porte juste à côté de chez soi ou dans notre pays, quoi. Donc je pense que ouais, Clairement. ça a de l'avenir, tout ce qui est français, ce qui est local. Tu disais que tu partais sur des monitorats de voile, etc. Là, tu comptes t'arrêter un jour faire de la planche à voile? Pas pour l'instant, non. Non, en fait, après, c'est pas. Là, aujourd'hui, j'ai choisi la planche à voile parce que c'est vrai que j'ai réussi à atteindre un niveau qui m'a permis de faire les compétitions à haut niveau. Mais j'adore ce sport comme j'adore le surf ou j'adore le kite et j'adore glisser, en fait. C'est ce que je recherche à chaque fois dans chaque sport. Donc, je peux aller faire du snowboard ou du kite ou du surf, je vais autant adorer pratiquer ces supports-là que la planche à voile, quoi. Donc, je pense pas m'arrêter à rider et à glisser sur une planche. Pas tout de suite.
Okay. Non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas du tout dans les projets. Et l'idée, c'est que la passion passe en premier, quoi. Bah, bien sûr. Voilà. Sam, ça C'est fait un petit détaillé. temps qu'on discute. Il me reste 3 questions pour toi. Ouais. La première, c'est si jamais tu t'adresses à quelqu'un qui n'en fait pas ou qui souhaite en faire, en l'occurrence de la planche à voile plutôt freestyle, qu'est-ce que tu lui conseilles comme étape? C'est quoi le chemin à suivre? Il pratique la planche ou il pratique pas la planche? Oui, il a commencé la planche, quoi. Il a commencé la planche, ouais. Je lui dirais déjà, c'est dans un premier temps de regarder les vidéos déjà sur Internet, s'inspirer pour voir comment. Enfin, moi, c'est comment j'ai fait, donc je me dirais que ça serait la même chose. C'est la meilleure technique, je dirais. Donc voilà, regarder les vidéos sur Internet, s'inspirer des mecs qui font et aller essayer, se faire filmer aussi. C'est très important pour regarder ce qui va et ce qui va pas et, euh, et prendre du plaisir surtout, c'est très important. C'est ce qui va va te pousser à revenir et à progresser à chaque fois, quoi. J'ai fait des tutos aussi sur Internet, donc s'ils veulent voir, tu peux progresser en freestyle. Eh bah, très bien. Ça enchaîne ma deuxième question, c'est comment on fait pour te suivre? Alors, il y a sur les réseaux sociaux déjà, donc j'ai Facebook, sur ma page Facebook, je mets l'actualité, Instagram aussi, et là sur YouTube où j'ai mis du coup mes premiers tutoriels là pendant le confinement où j'explique les premiers pas en freestyle pour pouvoir progresser en freestyle. Donc, Excellent. donc si tu as envie de faire tes premières marches arrière en planche à voile, c'est sur ma page, c'est sur ma chaîne qu'il faut se retrouver. Parfait, excellent ça. Voilà. Dernière question, Sam, pour toi. Dernière question. Si tu devais recroiser avec les moyens de nos jours, on arrivait à inventer le retour dans le temps. Si tu devais croiser Sam qui a 15 ans et qui va commencer sa première compète de freestyle, tu lui dis quoi? Kiffe bien. Passe le bonjour à Jordan. Ça roule. Bah écoute, on te souhaite une très belle continuation pour tes prochaines compétitions, Sam. On espère que les Ouais. saisons vont reprendre très vite malgré l'année 2020 un peu spéciale. Et puis on a hâte de voir les prochaines figures que tu vas inventer. Super, merci beaucoup. Avec Ciao. plaisir. À bientôt, Bye. salut. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.